Les nombreuses discussions que nous avons eues récemment sur les vaccins et sur leurs effets secondaires possibles nous ont donné l'occasion de réfléchir à une question apparemment simple, mais en réalité épineuse. Si je reçois une injection et si je constate des effets indésirables, l'injection en est-elle la cause ou s'agit-il d'une coïncidence? Ce qui se cache derrière cette question, c'est une notion vieille comme le monde, mais souvent maltraitée par la pensée quotidienne de nos décisions managériales, la notion de causalité. Judea Pearl, le lauréat du prix Turing, le Nobel de l'informatique, lui a consacré un livre aride et pourtant passionnant, The Book of Why. Il y détaille 3 niveaux de réflexion distincts qui nous permettent de mieux comprendre ce dont on parle quand on parle de causalité. Le niveau 1, c'est la simple observation de ce qui se passe pour y déceler des régularités. Par exemple, chaque matin, le coq chante et le soleil se lève. Pearl note que l'intelligence artificielle, malgré tous ses progrès, opère essentiellement à ce niveau. Elle reconnaît des régularités, des patterns dans les données, des patterns qui peuvent être complexes, mais qu'on se contente d'observer. Pourtant, quand nous parlons de causalité, nous avons généralement en tête bien autre chose que la simple observation. D'abord, et c'est le niveau 2, nous sommes capables de pratiquer des interventions et d'en observer le résultat. On peut empêcher un coq de chanter, même quand le soleil se lève. Et surtout, nous sommes capables de raisonner par simulation mentale. Tout le monde est capable de se dire que si le coq n'avait pas chanté, le soleil se serait levé quand même. Ce genre de raisonnement, c'est le niveau 3 de Judea Pearl, celui de la pensée contrefactuelle. Parler de causalité, c'est généralement dire que si la cause n'avait pas été présente, l'effet supposé n'aurait pas été présent non plus. Et pour cela, il faut faire l'effort d'imaginer le scénario dans lequel la cause en question est absente, dans laquelle, par exemple, le coq n'a pas chanté. La pensée contrefactuelle, explique Pearl, est le fondement de la morale et de la justice. Dire que quelqu'un est responsable d'un dommage, c'est dire que sans son comportement ou sa négligence, le dommage ne se serait pas produit. Sans ça, on ne pourrait pas l'en tenir pour responsable. De la même manière, la pensée contrefactuelle est aussi à la base de tout raisonnement scientifique. Quand on affirme, pour revenir à notre exemple introductif, qu'un médicament produit un effet bénéfique, on veut dire que si le médicament n'avait pas été administré, alors la guérison ne se serait pas spontanément produite. C'est pour ça qu'on s'entoure en principe de précautions méthodologiques et d'outils statistiques pour étayer cette affirmation. Souvent, on va administrer un placebo à un groupe de contrôle et on va vérifier que le médicament a bien un effet que le placebo seul ne produit pas. Le même raisonnement vaut bien sûr pour les effets indésirables, c'est seulement par comparaison avec un scénario dans lequel le médicament n'a pas été administré qu'on peut confirmer ou infirmer la présence d'un effet. Ces exemples peuvent sembler évidents, mais en pratique, la pensée contrefactuelle n'est pas toujours naturelle. Quand nous parlons de cause et d'effet, nous nous concentrons bien sûr sur les faits et sur les chiffres. Mais est-ce que nous pensons toujours à poser la question contrefactuelle avant de tirer des conclusions? Prenons un exemple simple. L'impact d'une campagne marketing. Vous achetez des mots-clés pour générer du trafic sur votre site. Le trafic augmente, bravo, la campagne a fonctionné. Ou peut-être pas. Parce qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu qui est « Que se serait-il passé si vous n'aviez pas acheté ces mots-clés » Une récente étude à grande échelle, conduite par 3 chercheurs américains, montre sur cet exemple que pour certains mots-clés, le résultat aurait en réalité été très proche. Par exemple, quand les consommateurs cherchent votre marque, et que le mot-clé c'est votre marque, parce que leur intention d'achat était déjà là. Leur conclusion plus générale, c'est que les méthodes conventionnelles de mesure de l'impact des campagnes de marketing, Search Engine Marketing ou SEM, surestiment lourdement l'effet de ces campagnes parce qu'elles ne posent pas suffisamment la question contrefactuelle. Autre exemple, la performance d'un de vos collaborateurs a laissé à désirer et vous l'avez recadré, comme on dit. Justement, sa performance s'améliore. Vous vous félicitez logiquement de l'effet qu'a produit votre intervention managériale. Mais là encore, vous oubliez de vous poser la question contrefactuelle. Quelle aurait été la performance de la personne en question si vous n'aviez rien fait et rien dit? Alors bien sûr, on n'en sait rien, mais on peut risquer une supposition. Une performance extrêmement mauvaise aurait eu naturellement tendance à s'améliorer, et une performance extrêmement bonne aurait eu naturellement tendance à se dégrader, même si vous n'aviez strictement rien fait. C'est un phénomène purement statistique, dès lors que le hasard joue un rôle dans le résultat.
vous devez vous attendre à une régression vers la moyenne. Vous devez vous attendre à ce que les observations extrêmes dans un sens ou dans l'autre deviennent moins extrêmes. Ces exemples simples le montrent, le raisonnement contrefactuel, c'est évident en théorie, mais on a beaucoup plus souvent qu'on ne le croit tendance à l'oublier en pratique. Raison de plus pour s'en souvenir et pour essayer de le pratiquer.